Bonjour à tous. Donc, il est maintenant 16h34. Donc, nous allons commencer ce troisième webinaire de l'Institut franco-québécois de la mer. Donc, je suis Yves-Marie Paulet. J'ai l'honneur d'être le directeur pour la France, donc de l'Institut France-Québec. Mon homologue québécois, Dominique Robert, vous salue. Il ne peut être avec nous. Il s'en excuse, il le regrette, mais il était pris à d'autres occupations. Donc, je suis professeur à l'Université de Bretagne occidentale et j'ai la charge d'introduire en quelques mots ce webinaire. D'abord, il faut dire que l'Institut France-Québec est un organisme qui vise, un institut sans mur, un institut virtuel qui a été créé en 2016 et qui a pour objectif essentiel de dynamiser et d'animer la recherche et l'innovation en sciences et technologies marines, champ très large, et sa stratégie scientifique définie pendant les assises de la science marine à Montréal a trois grands axes que je ne vais pas citer maintenant, mais qui vont depuis les questions d'écosystème, de santé d'écosystème, jusqu'au transport maritime décarboné, etc., en passant par une thématique qui est plus clairement celle d'aujourd'hui sur la dynamique et les adaptations des territoires côtiers. En quelques mots, l'IFQM soutient les mobilités d'étudiants, de scientifiques à travers l'Atlantique pour collaborer autour des questions de la mer au sens le plus ouvert possible. Également, l'Institut France-Québec mène des opérations de formation comme des écoles d'été, et la première a eu lieu l'an passé à Saint-Pierre-et-Miquelon sur la question des risques côtiers. Elle participe également au montage de programmes nationaux et internationaux. Elle soutient les équipes développant ces projets dans le cadre international. Et peut-être pour parler d'actualité très directe, l'IFQM vient de lancer un appel à co-tutelle de thèse avec un financement québécois qui peut contribuer à 50% au montant d'une thèse France-Québec sur un sujet relatif aux sciences et technologies marines. Voilà, donc nous avions eu durant cette année plusieurs séminaires, puisqu'il s'agit donc du troisième. Les deux premiers se sont déroulés au mois de juin dernier, l'un sur l'acoustique sous-marine, avec donc des chercheurs français et québécois qui nous ont exposé les avancées les plus récentes sur ce sujet. Ensuite, donc un second webinaire, toujours au mois de juin, sur les questions d'écologie côtière, où également des collègues français et québécois présentaient à la fois leurs démarches particulières et les actions qu'ils menaient ensemble sur l'étude des écosystèmes. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à un champ assez nouveau, hein, finalement, pour l'IFQM, qui était plutôt centré sur, on va dire, les sciences de la nature, pour faire très, très bref, et les technologies. Nous allons donc accueillir ce séminaire qui va s'intéresser à l'archéologie dans le contexte transatlantique de coopération, en s'attardant plus particulièrement sur les travaux des équipes françaises et québécoises actuellement en cours à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, pour ce séminaire, nous sommes extrêmement heureux d'accueillir Réginald Augier. Donc, Réginald Augier est diplômé de l'Université de Calgary. Il est actuellement professeur titulaire en archéologie à l'Université de Laval. Donc, ses travaux sont riches et variés sur toute sa carrière et portent essentiellement sur les questions de théorie de l'archéologie, de la pratique, des méthodes. Et c'est à travers de très nombreux chantiers écoles et dans les laboratoires qu'il a dirigés qu'il a développé ses compétences, notamment autour de l'archéométrie. Ces périodes d'intérêt sont plutôt centrées sur la période moderne, mais sans aucune exclusive. On le verra largement pendant son exposé. Ces travaux l'ont mené loin, depuis les tropiques, depuis la Guyane, où il a travaillé pendant un temps, jusqu'à notre grand nord, hémisphère nord, l'île de Baffin. Donc une ouverture extrêmement large d'un point de vue latitudinal, si je puis m'exprimer ainsi. Le deuxième compère de ce webinaire est donc Grégoire Marchand. Grégoire Marchand est directeur de recherche au CNRS. Il est membre du laboratoire CREA, le centre de recherche en archéologie, archéosciences et histoire, donc, à l'université de Rennes 1. Et son intérêt va énormément sur le mésolithique et sur les transitions vers le néolithique, essentiellement en contexte littoral et pour une part importante dans le contexte, je dirais, atlantique. La question des ressources, évidemment, des ressources, du rapport de l'homme aux ressources marines est un sujet assez central. Et ça l'a amené à travailler autour de la Bretagne, à différents points d'Europe, dans le sultanat d'Oman,
et plus récemment au Labrador, et puis encore plus récemment, puisque c'est de ça dont on va parler pour beaucoup aujourd'hui, avec Réginald Augier, donc, sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà, donc voilà dit ces quelques mots d'introduction. Donc, je voudrais aussi remercier, avant de débuter ce webinaire, Sarah Granier et Coralie Pochet, qui sont donc les coordinatrices au Québec et en France de l'Institut France-Québec, sans qui aucune possibilité de réaliser ce séminaire n'aurait été possible. Donc, merci beaucoup à elles. Donc, je vais laisser la parole à nos conférenciers qui vont parler de manière un peu alternée. Ils ont ensemble construit cet exposé qui va durer entre 45 minutes et 1 heure. Vous pouvez donc utiliser pour échanger avec les conférenciers 2 outils qui sont en bas de votre écran. D'une part, les QR, les questions-réponses, et puis à côté, vous avez aussi un outil de chat pour discuter qui apparaît directement en direct sur le bord de votre écran. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Simplement, si vous utilisez le chat, essayez d'avoir des questions assez, je ne dirais pas concises, mais essayez d'éviter les redondances et les discussions entre assistants, entre participants, parce que ça peut devenir assez complexe à gérer. Donc, vous avez ces outils et avec l'aide de Sarah Granier et de Coralie Pochet, nous gérerons le flux de questions et nous essaierons de questionner sur vos sujets nos conférenciers. Voilà dit les choses. Le plus intéressant maintenant, c'est d'écouter Réginald et Grégor. Je vous laisse la parole. Merci Yves-Marie pour cette introduction. Et merci à tous également de participer à ce séminaire. Je voulais commencer en fait ce séminaire en parlant du titre même de notre présentation, notamment Regard croisé sur les pratiques archéologiques. Pour moi, c'est important dès le départ, puisqu'on est un nouveau projet qui avons fait débuter en 2019, c'est important d'expliquer ce regard croisé, c'est-à-dire que certes, on va parler d'archéologie dans cette présentation, mais il y a un événement qui est tout à fait nouveau du côté de l'archéologie pratiquée en Amérique du Nord. C'est maintenant, je dirais, la place qu'on accorde de plus en plus régulièrement aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis. Donc, c'est la raison pour laquelle ma contribution dans cette présentation ne sera pas nécessairement purement archéologique, mais plutôt purement sur la pratique de l'archéologie. Et pourquoi est-ce que j'ai insisté sur cette pratique? Je parle de l'archéologie, mais avec la fondation de l'Institut France-Québec maritime, il va y avoir de plus en plus de circulation de chercheurs et d'étudiants entre donc la France et le Québec. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est important de partir du bon pied. Donc, qu'on soit géographe, paléontologue ou archéologue, c'est important d'être conscient qu'on travaille sur des populations qui existent, sur les vestiges des populations qui ont existé. Donc, il y a des nouvelles pratiques et j'aimerais finalement que vous en faire part dès le départ. Comme ça, quand qu'on arrive au Labrador ou à Terre-Neuve ou au Québec ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, donc d'être conscient qu'on n'est pas essentiellement des chercheurs, mais qu'on est également des êtres humains qui devons être en mesure de communiquer avec la population locale. Donc, le plan de notre présentation, je vais d'abord également parler de l'origine de ce projet. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on avait décidé initialement de faire ensemble, mais c'est venu par la force des choses. Donc, l'origine de ce projet, les problématiques de recherche à Saint-Pierre-et-Miquelon. On va également parler de la conceptualisation de la recherche interdisciplinaire dans ce projet, les premières fouilles qui ont eu lieu à l'Anse-Henri, les résultats de fouilles et des prospections de 2019 et de 2020. Puis là, je vais revenir, moi, avec la question qui me préoccupe beaucoup dans tout ça, c'est la concertation avec les Premières Nations, l'exemple d'utilisation de différentes sources d'information, puis on va terminer avec les perspectives d'avenir pour les prochaines années avec ce projet. Donc, l'origine du projet. L'origine de ce projet, en fait, j'ai été invité en 2017 à participer à ce rassemblement, ce comité d'experts, en fait, qui a débarqué en novembre 2017 à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce comité d'experts avait été
conçu pour couvrir plusieurs champs. Nous, aujourd'hui, on parle de l'archéologie, mais il y a plein d'autres champs qui ne sont pas couverts. Ce comité avait été mis sur pied par la direction des affaires culturelles de la Bretagne, dont son conservateur régional, M. Henri Masson, et son adjointe, Anne-Françoise, Marie-France François. Et il y avait également dans ce comité des personnes locales, je les nommerai pas tous parce qu'on a rencontré la mairie, la préfecture, la commune et ainsi de suite, mais disons qui accompagnait le groupe, il y avait M. Lehunen, Christophe Lehunen, qui est architecte et qui a commencé les projets, notamment qui était en charge des restaurations de l'île aux Marins. Il y avait également une personne de la direction de la cohésion sociale et du travail, Mme Magali Fouchard-Borter. Et maintenant, du côté scientifique, je vais vous les nommer avec quelques mots sur chacune de ces personnes. Il y en a qui vont reconnaître notamment M. Jean Chapelot, directeur de recherche émérite au CNRS, M. André Delpech, conservateur régional du patrimoine et directeur du Musée de l'Homme à Paris et ancien directeur du département des Amériques au Musée du Quai Branly. Il y avait également M. Olivier Poisson, conservateur général du patrimoine et inspecteur général des monuments historiques, en charge de certains territoires d'outre-mer. Donc, il est le référent au ministère de la Culture pour les dossiers de l'UNESCO. Enfin, la personne suivante est M. Danny Barrault, conservateur général du patrimoine et inspecteur de l'archéologie en charge des Outre-mer. M. Pascal Aumasson, donc conservateur général du patrimoine. Il était également au Musée de la Bretagne et au Musée de Brest. Puis, plus important encore, il a été commissaire à l'exposition Terre-Neuve, l'exposition Terre-Neuve et Terre-Nova. Monsieur Jean Lebrun, pour ceux qui écoutent la radio, est donc un historien, journaliste et producteur à Radio France. Puis enfin, moi, mes qualifications pour être membre de ce comité, c'était le fait que bien que je m'intéressais à la période moderne, j'avais également travaillé dans les années 1980 à Terre-Neuve sur la préhistoire paléo-esquimaude. Donc, c'est le groupe qu'on avait pour cette recherche. Et enfin, ce comité d'experts avait été rassemblé avec la mission, finalement, de renouer avec les gens qui s'intéressaient au patrimoine de Saint-Pierre-et-Miquelon. En réalité, depuis 2011-2012, je crois, il y a un groupe de personnes qui s'intéressent à la restauration des sites patrimoniaux, la conservation et la restauration des sites patrimoniaux à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et donc, c'était à la demande de ces gens que le comité avait été rassemblé. Donc, notre mission était de redynamiser les acteurs du patrimoine et surtout de produire un avis de spécialistes sur la valeur du patrimoine de l'archipel et d'offrir une opinion sur l'opportunité d'engager une demande d'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette initiative était de monter un dossier pour l'UNESCO, circulait déjà depuis plusieurs années. Le rapport qu'on a soumis contient porte sur une douzaine d'axes, mais aujourd'hui, on va essentiellement parler de l'axe qui est relié à développer l'étude et l'exploitation des ressources archéologiques. Je vous économise les autres axes sur lesquels on a travaillé. Donc, si on parle de développer les ressources archéologiques, je dirais l'endroit le plus spectaculaire, si on peut dire, pour Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'à présent au niveau ancienneté de l'occupation du territoire. C'est un site archéologique qui s'appelle le site de l'Anse-Henri qui avait été rapporté au début des années 80 dans le bulletin de la Société préhistorique française. En fait, c'est une personne locale et un membre de ce comité, M. Jean Chapelot, qui avait rapporté ce site dans le bulletin de la Société préhistorique française. Et donc, une visite, comme vous voyez ici, c'est le site de l'Anse-Henri. Une visite effectuée sur le site de l'Anse-Henri a permis de contrôler son état de conservation. Situé à l'extrémité nord de l'île de Saint-Pierre, ce site occupe une terrasse qui descend en pente vers la mer et se termine en pointe sur un affleurement rocheux. Comme vous pouvez le constater des deux côtés de cette pointe,
il y a une érosion qui est très active et qui est vraiment en train de saper. Ce site a été fouillé, je dirais, pendant quelques années de façon systématique par Mme Sylvie Leblanc. Donc, c'est un site majeur. Les travaux de Mme Leblanc ont révélé que c'est un site majeur pour la connaissance des cultures des Premières Nations et des Paléo-Esquimaux. Ce site a été occupé par ces populations de chasseurs saisonniers entre 3000 avant Jésus-Christ et 900 de notre ère. Puis, des installations de pêche ont été mises en place durant au moins la seconde moitié du 19e siècle, où est-ce qu'on avait des installations, des graves notamment pour le séchage du poisson. Et c'est un terrain en fait qui appartient au Conservatoire du littoral. Donc, il a été déterminé lors de cette visite par le comité d'experts qu'une reprise des fouilles devait être envisagée afin d'affiner les connaissances sur ce site exceptionnel avant la perte irrémédiable de l'information qu'on peut avoir. Par ailleurs, on a également proposé dans ce rapport-là un relevé LIDAR terrestre qui a été effectué en 2018 a permis de définir des zones à fort potentiel archéologique. Un relevé LIDAR des zones maritimes et des naufrages serait un complément nécessaire pour la prospection archéologique subaquatique initiée par le DRASM en 2019. Et enfin, ne bénéficiant pas des services d'une direction régionale de l'archéologie locale, notre mission devait également permettre de dépister une personne locale et contribuer à sa formation afin que cette personne puisse assurer le suivi de projets de développement locaux. Donc, je vais vous donner, puisqu'on parle d'une désignation de l'UNESCO, je vais mentionner certains de ces critères qu'on doit rencontrer pour être désigné patrimoine mondial de l'UNESCO. Je ne mentionnerai pas tous, mais signalons notamment que l'endroit doit témoigner d'un échange d'influence considérable pendant la période donnée ou dans une ère culturelle déterminée. Un autre critère d'évaluation, c'est la recherche doit apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle. Un autre, être un exemple éminent de l'établissement humain traditionnel, de l'utilisation ou de l'interaction humaine avec l'environnement. Être directement ou matériellement associé à des événements et des traditions vivantes. Représenter des phénomènes ou des aires d'une beauté naturelle. Être des exemples éminents représentatifs des grands stades de l'histoire de la Terre. Donc, vous voyez, c'est un peu dans une façon très synthèse, j'ai retenu ces éléments-là pour vous dire, ben voilà comment le contexte de la recherche qu'on mène. Puis depuis ce temps-là, ça c'était en 1972, les quelques axes que j'ai mentionnés, mais depuis ce temps, s'est ajouté la protection, la gestion, l'authenticité et l'intégrité des biens sont également des considérations importantes depuis 1992. Les interactions majeures entre les hommes et le milieu naturel sont reconnues comme constituant un paysage culturel. Donc, maintenant, où est-ce qu'on en est avec je dirais, ce dossier UNESCO? On a eu quelques réunions depuis 2017 et ce vers quoi le comité se dirige, c'est surtout un élément qui va porter sur l'exploitation des ressources halieutiques, notamment la pêche à la morue. Donc, voilà, je dirais, c'est à partir de ce dossier UNESCO et ce comité que Grégor Marchand et moi, on a proposé un projet de recherche qu'on a débuté en 2019. Et donc, je vais laisser la parole à Grégor pour parler de cette conceptualisation de ce programme de recherche. Est-ce que ça marche? Voilà. Donc, effectivement, là, dans la mise en œuvre qui était la nôtre, en fait, de ce projet, on n'avait pas du tout anticipé quelque chose d'assez intéressant. C'était les inclinaisons différentes des écoles de recherche et des chercheurs suivant leur bain culturel. On partage la même langue, mais il y a des grandes différences culturelles dans les approches des sites archéologiques et Régine et moi pensons vraiment que
c'est un des aspects très importants de ce projet. Notamment l'archéologie préhistorique française, elle est très marquée par les sciences naturelles, soit dans les classifications des cultures ou dans le rapport au cadre géologique en général. Et puis, ce qui intéresse les chercheurs français, souvent, c'est la nature du signal archéologique, c'est-à-dire la manière dont les choses ont été enregistrées et se sont transmises au cours du temps, malgré les très fortes dégradations érosives, alors soit à l'intérieur des sols, soit par l'action de la mer, comme vous allez le voir aujourd'hui. Et puis également, dans le cas de l'Ansa-Henri, c'est notamment ce très lourd travail de l'érosion qui est en train de détruire inéluctablement la partie basse du site. Et c'est ce qui nous a conduit notamment à aller rechercher l'expertise de la DETAM à Saint-Pierre, et puis de chercheurs géomorphologues comme Pierre Stéphan à l'Université de Bretagne occidentale. Et puis d'un autre côté, l'archéologie québécoise, comme Réginald vous l'exprimera et le développera en fin d'exposé, elle pose d'emblée comme essentiel le lien avec les Premières Nations et l'établissement finalement de connexions très importantes avec les populations qui ont laissé, ou les descendants des populations qui ont laissé ces vestiges. Alors, cette association, tous les réglages restent à faire, mais je crois qu'effectivement, ces associations de deux écoles vont vraiment être assez profitables pour le projet patrimonial de Saint-Pierre et Miquelon. Alors, en 2018, Maureen Ledouaré avait réalisé un premier inventaire des traces archéologiques potentielles, plutôt historiques, sur tout l'archipel, avec 32 zones très importantes à Miquelon, 10 zones à Saint-Pierre et puis une zone sur l'île verte. Et le site dont on va parler maintenant, l'Ansa-Henri, c'est le numéro 2 sur la diapo. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Alors, l'Ansa-Henri, comme l'expliquait Réginald, est vraiment un site exceptionnel à l'échelle évidemment de l'archipel, mais même pour la zone de Terre-Neuve-Labrador, parce qu'il concentre une très grande série d'occupations humaines depuis l'archaïque maritime, vers peut-être 3000 avant Jésus-Christ, jusqu'à la période actuelle. Et je crois qu'il ne faut pas minorer notamment l'importance du site, l'importance historique dans la partie haute du gisement. On va vraiment avoir un hameau probablement dans toute la partie, toute cette zone-là, un grand hameau pendant toute la période historique. Donc en fait, c'est un site très important, très long, qui s'étend sur à peu près 300 mètres de long, sur une largeur de 150 mètres, et qui avec plusieurs types de contextes géomorphologiques auxquels je vais faire référence, ce qu'on appelle la zone basse, c'est-à-dire ce petit isthme qui est très très menacé par l'érosion marine, vous allez le voir, toute la pente en fait qui elle est très dégradée par des phénomènes colluviaux, et puis cette zone de jardin qu'on perçoit encore sur le site et qui est d'époque historique. Alors, suite à l'identification du site par Jean Chapelot et son équipe, il y a eu un très grand programme de recherche qui était conduit par Sylvie Leblanc et Jean-Louis Rabotin entre 1997 et 2005. Alors, à l'époque, c'est d'abord l'étendue du site qui a interrogé nos deux collègues, et puis l'identification de structures. Alors, quand je parle de structures, ça peut être des foyers, des graves, tout ce qui finalement a été l'aménagement du site par les êtres humains. Et puis il y avait également deux petites zones de fouilles ici au milieu du site et puis dans cette zone-là. Donc tous les petits carrés que vous voyez, ce sont des sondages archéologiques qui pour l'essentiel ont tous été positifs. Alors il en est ressorti une très bonne connaissance des occupations et des artefacts abandonnés par les êtres humains. Il faut d'abord signaler que seuls les objets en pierre sont conservés dans ces terres très acides. On a notamment une très bonne importance de ce qu'on appelle le paléo-esquimau, la phase Dorset, et pour être plus précis, c'est le Dorset moyen, donc si vous voulez entre 100 et 900 après Jésus-Christ. Et puis ce qu'on appelle maintenant la tradition récente, à l'époque on appelait ça l'Indien récent, maintenant c'est appelé tradition récente, qui est contemporaine et postérieure également à cette phase paléo-esquimau. J'ai oublié de préciser qu'effectivement, pour le paléo-esquimau, l'Ansa-Henri est la zone d'extension la plus au sud de cette vaste aire culturelle. Donc, c'est de ce point de vue-là, là aussi, l'Ansa-Henri se distingue et est très, très important. Alors, nos collègues Jean-Louis Rabotin et Sylvie Leblanc avaient défini, vous voyez, ces grandes périodes d'occupation dont je vous ai parlé, l'archaïque maritime, qui est plutôt donc civilisation amérindienne,
le paléo-esquimau ancien, et notamment cette phase grosse water sur laquelle je reviendrai, le paléo-esquimau récent en vert, hein, ce qu'on appelle le Dorset, qui est la plus célèbre. Et puis en parallèle, et c'est tout le travail qui reste à mener, c'est de savoir comment ces deux types de groupes humains ont coexisté ou se sont remplacés sur le site. On a toute la tradition récente. Donc vous voyez, potentiellement, l'Anse-à-Henri, c'est presque 5000 ans d'occupation humaine. Cette première assertion, Réginald et moi avons été conduits à la moduler quelque peu en reprenant les dates radiocarbone, donc qui datent, si vous voulez, les charbons hein, recueillis dans les structures, dans le site, et en sélectionnant seulement celles qui étaient vraiment dans des contextes archéologiques très fiables. Et on se rend compte finalement qu'on a une occupation qui est peut-être beaucoup plus discontinue que ce qu'on pensait initialement, avec notamment une première phase très importante qui serait celle de Grosswater, entre 500 et 200 avant Jésus-Christ. Une seconde phase en fait qui correspond à la fois au Dorset et à la tradition récente, mais qui s'étendrait ici entre 600 et 900 après Jésus-Christ. Et puis une phase beaucoup plus récente, qui serait probablement liée aux populations béotuques, qui s'étendrait de 1320 à 1625. Donc ce premier résultat, disons, de notre travail, ça a été de segmenter, si vous voulez, ces occupations et de se rendre compte qu'on a aussi des moments où, visiblement, l'Anse-à-Henri n'a pas été occupé. Alors, le site de l'Anse-à-Henri, en fait, pour l'aborder, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup misé sur ces paramètres géomorphologiques et donc on a réuni une équipe à la fois d'archéologues français, archéologues québécois, et puis des spécialistes des paléo-environnements, comme on dit, ou de la géomorphologie. Et puis localement, en fait, on travaille avec Cédric Borter, qui est professeur d'histoire au lycée Émile Le Tournel, et qui est passionné et très fin connaisseur à la fois du contexte historique et préhistorique, et qui actuellement développe toutes les prospections sur lesquelles je reviendrai plus tard. Alors, le premier choc, disons, quand on visite l'Anse-à-Henri, la première appréhension du site, c'est une érosion marine particulièrement intense qui ronge inéluctablement le site. Il faut dire les choses clairement, il n'y a strictement rien à faire, vous voyez, en termes de protection du littoral, sinon enregistrer ce qui est en train de tomber ou disons, ce qui va bientôt tomber. Déjà à l'époque, Jean-Louis Rabotin supposait qu'on avait un recul de presque 1 mètre par an de cette paléofalaise. Et moi, j'en veux pour preuve le fait qu'on retrouve actuellement sur l'estran, hein, au milieu des cailloux, les piquets abandonnés par nos collègues archéologues. Donc, l'érosion est très, très intense. Donc, pour en suivre l'avancée, on travaille notamment main dans la main avec la DETAM et notamment Pierre Stéphan également à Brest pour suivre le recul progressif de ces côtes. Et là, vous le voyez en bas à droite, les différentes lignes de rivage qui reculent au fil du temps. Donc là, on a utilisé notamment des images des années 50, des années 80, et puis des images récentes. Et vous voyez en fait que l'érosion marine est réelle et va conduire de toute façon, inéluctablement, un jour à la disparition de cette partie basse du site et donc à une sorte d'insularisation, si vous voulez, du rocher que vous voyez ici à droite, le rocher de la Vierge. Alors, on a conduit cette campagne de fouilles, la première campagne de fouilles en septembre 2019, pour des raisons que vous imaginez, que vous connaissez tous, puisque la plupart des gens, des auditeurs sont confinés chez eux. On n'a pas pu faire de campagne de fouilles en 2020, mais c'est partie remise. Et on s'est concentré principalement sur la zone basse du site, qui est la plus menacée, et qui n'avait pas été expertisée par nos collègues précédents. Alors, on a aussi travaillé en bas de pente, notamment, vous voyez là des sondages qu'on a réalisés sur les graves, et c'est deux contextes très différents sur lesquels il va falloir revenir maintenant. Donc, dans la partie basse dont je vous parlais, qui est la partie la plus extraordinaire hein, pour l'archéologie, on a notamment vu un épisode de galets, de dépôt de galets particulièrement massif, et que pour l'instant, qui protège le site, qui forme une espèce de carapace, et que mes collègues géomorphologues ont tendance à paralléliser avec le tsunami de 1929, qui avait été enregistré et vécu par les Saint-Pierrais, et qui avait notamment submergé l'îlot marin. Et sous cette espèce de dallage relativement récent,
on a la mise en place d'une tourbe qui fait que le site était devenu relativement difficile à occuper. Et sous cette tourbe, on a découvert un site qui est proprement extraordinaire. Vous voyez en haut à droite notamment ces petits éclats de silex, de chert. On a un site qui est remarquablement préservé, qui est intégralement occupé à l'époque Grosswater, donc du paléolithique, le paléo-esquimau ancien, et qui fera l'objet probablement des futures recherches, puisqu'on a des conservations de foyers en place, d'amas de débitage, là, que vous voyez très bien sur les images, et qui témoignent finalement, si vous voulez, d'une sorte d'instantané des occupations, et qui évidemment nous met l'eau à la bouche pour le futur des opérations. Alors, le site principal, lui, sur la pente, est fortement endeuillé par un phénomène géomorphologique qui n'avait pas été du tout perçu par nos prédécesseurs. C'est ce qu'on appelle en fait des blocs laboureurs, c'est-à-dire qu'avec les différences thermiques lors des alternances gel-dégel, vous avez ces blocs énormes que vous voyez un peu partout sur les images, qui ont tendance à migrer, qui sont un peu plus chauds, si vous voulez, que le sédiment, et qui ont tendance à migrer et à faire des grands rails, vous voyez, des grands conduits comme ça. Ceux qui visitent l'Anse-Henri le verront aisément. Donc ensuite, ces blocs vont finir leur carrière sur la plage un peu plus bas. Là, vous les voyez en train de tomber sur l'estran. Et donc, c'est des blocs qui sont des blocs qui ont ravagé en quelque sorte le site archéologique et qu'on est obligé de prendre en compte pour nos études. Alors certes, vous voyez là par exemple un joli sondage sur une grave d'époque historique qui aurait pu préserver le niveau archéologique, mais sous ce niveau de grave, on a des niveaux qui sont relativement dégradés, peu épais et dégradés, avec malgré tout un mobilier extraordinaire. Là, vous avez une tête de harpon d'Orsetienne qui est de toute beauté. Alors, le mobilier qui est issu de ces sondages, notamment de la pente, vous le voyez ici, sont des industries sur lesquelles on reviendra, mais qui sont réalisées en matériaux locaux, des rhyolites, des matériaux volcaniques qui se taillent relativement bien, un peu de chert qui est importé de Terre-Neuve. Et donc, vous voyez là clairement une empreinte du paléo-esquimau, mais également à droite, des pointes de flèche de la tradition amérindienne récente. Et puis, quelque chose qui est assez courant sur tout le continent américain, c'est ce débitage bifacial, si vous voulez, ce travail, cette fabrication de feuilles, si vous voulez, de feuilles de pierre, de couteaux. Et là, notamment, c'est des sondages encore sur la pente. Donc, vous voyez, la pente est extrêmement riche et mêle tous ces types de vestiges. Et puis, en bas, dans la partie basse, la plus dégradée, la plus affaiblie par l'érosion, on a ces vestiges Grosswater, vous voyez, qui sont extrêmement homogènes, de toute beauté, et qui vont faire vraiment l'objet des travaux ultérieurs. Alors, ce qui n'était pas du tout prévu dans le projet initial, mais on a été tout de suite intrigué, Réginald et moi, notamment par l'usage très très important, peut-être de 95 à 98%, de matériaux qui proviennent de l'archipel lui-même, et notamment de ce qu'on appelle des rhyolites, qui sont des roches éruptives, qui sont notamment très très abondantes à la fois à Saint-Pierre et à Miquelon. Alors c'est issu vous savez que Saint-Pierre et Miquelon Saint-Pierre et Miquelon, pas l'Anglade, mais c'est une île volcanique avec un volcanisme très violent, dit de type explosif. Et Jean-Louis Rabotin, notamment, avait déjà identifié certains des gisements d'origine sur lesquels les hommes et les femmes paléo-esquimaux et amérindiens étaient venus s'approvisionner. Alors, on avait notamment ces rhyolites qu'on appelle, nous, léopards entre nous, dont on vient de retrouver l'origine, je vous en parlerai un peu plus loin, mais vous voyez un peu les affleurements de ces roches. Jean-Louis Rabotin avait également distingué, juste en face du site de l'Anse-Henri, qui est ici, sur l'île du Grand Colombier, avait distingué en fait ce site d'extraction de rhyolites jaunes qui sont très importantes et qui ont été très utilisées par les hommes et les femmes de la préhistoire. À Cap-Rouge, à l'est de l'île de Saint-Pierre, on a également un recueil de rhyolites roses, selon Jean-Louis Rabotin, et ça, on n'a jamais réussi à le retrouver exactement avec Cédric Borter. Et puis un peu partout sur l'île, au gré de certaines conditions géologiques, on va trouver ces petites inclusions siliceuses rouges que vous voyez en haut à droite,
et qui fournissent quelques outils, mais qui ne permettent pas, si vous voulez, de développer une grande exploitation. La grande exploitation, on l'a trouvée en septembre 2019 avec Cédric Borter et Max Payares lors de prospection. C'est à Bois-Brûlé, à l'ouest de l'île de Saint-Pierre, où là, on a pu vraiment mettre en évidence des affleurements nombreux qui ont été exploités avec des traces d'exploitation particulièrement importantes, avec des pièces bifaciales, beaucoup d'ébauches, beaucoup d'éclats, des objets assez grossiers. Et pour résumer, les gens venaient ici, taillaient et extrayaient rapidement les rhyolites, taillaient grossièrement les pierres pour être sûr de ne pas, si vous voulez, transporter des roches, des volumes trop importants pour rien, et finissaient le travail sur les campements et notamment sur le site de Lens-Saint-Henri. Donc finalement, on a assez rapidement réussi à recréer, si vous voulez, une sorte de réseau d'approvisionnement qui ne laisse plus totalement isolé Lens-Saint-Henri, qui était presque une aberration du point de vue archéologique. C'est-à-dire que vous aviez un site majeur très très important, mais qui était unique. Et là, plus nos prospections progressent avec Cédric Borter, on a refait une campagne en août 2020, plus nous progressons, plus nous découvrons en fait ces ateliers un peu partout, notamment à Saint-Pierre, mais également sur l'île de Miquelon, au sud de Miquelon. Donc on a vraiment, vous voyez, on est en train finalement de reconstruire, replacer ces réseaux dans lesquels les êtres humains ont véritablement vécu. Donc c'est plus seulement des trous qu'on réalise sur un site patrimonial important, c'est plus, vous voyez, une démarche plus globale en fait d'insertion de ces habitats et de compréhension des habitats paléo-esquimaux et amérindiens à l'échelle de l'archipel. Et maintenant, je repasse la parole à Réginald pour la suite de l'exposé. Okay. Excusez-moi, pardon. Donc, on devrait y arriver. Pardon. OK. Bon, très bien. Excusez pour ce petit retard. Donc, je vais, comme Grégoire vient de le démontrer, notamment pour la préhistoire, les quelques efforts qu'on a mis sur les reconnaissances, les prospections archéologiques ont vraiment donné des résultats. Et donc, on a fait la même chose pour les sites de la période moderne, notamment, donc l'importance, les prospections archéologiques représentent un aspect important de notre programme de recherche. Ainsi, les premières années, nous avons voulu vérifier le potentiel archéologique de certains lieux qui avaient été identifiés comme ayant un potentiel archéologique élevé dans le rapport d'analyse de Maureen Ledoiré, donc l'étude du LIDAR, et également, une année plus tôt, les travaux de Catherine Lausier qui avait également prospecté pour d'autres sites nouveaux. Donc, un examen similaire des collections déposées au musée de l'Arche avait également révélé la présence de ressources lithiques qui était un facteur, je dirais, important qui aurait motivé la venue à Saint-Pierre et Miquelon. Donc, au niveau méthodologie, l'inventaire comportait les prospections comportaient des inventaires de sites déjà connus à partir de missions archéologiques antérieures, les recherches bibliographiques et cartographiques et l'iconographie, également des délimitations de zones à prospecter. Un autre aspect de la méthodologie était l'étude par télédétection à travers le LIDAR et les photographies aériennes des satellites. Et enfin, la dernière étape, c'était la cartographie et l'inventaire détaillé des anomalies qui avaient été détectées.
Je ne passerai pas en détail la technique du LIDAR. La plupart des gens sont déjà familiers. Donc, juste à partir du LIDAR, on avait Maureen Ledoiré avait signalé certains endroits qu'on devait revisiter absolument, notamment ce que vous voyez sur la carte du côté gauche. Ici, c'est un autre de ces endroits, principalement la pointe au Cacaoui. Cette image est pour vous donner un peu l'idée de qu'est-ce qu'on peut lire sur le LIDAR, ce qu'on peut voir avec différentes, je dirais, intensités, couleurs et ainsi de suite. On peut distinguer au sol ce qu'on voit ici sur la pointe au Cacaoui. Vous voyez dans ce secteur, c'est des aménagements au sol qu'on a pu visiter. Il y a d'autres endroits également. Donc, ces aménagements n'ont pas été essentiellement détectés par le LIDAR, mais il y avait déjà des recherches historiques qui parlaient de gens qui avaient habité à ces endroits. Sur l'image principale, ici, vous voyez l'érosion. C'est une plaque de métal et donc on a derrière un site archéologique. Et on a également fait certaines prospections qui ont des examens en fait de la surface qui ont révélé notamment la présence notamment du 19e siècle, au 19e siècle. Pourquoi faire ces prospections de la période historique? Je vais vous lire une mention. On sait qu'à la période moderne, la présence des Français et des Anglais est relativement bien connue des historiens. Mais les pêcheurs basques et malouins qui fréquentaient ces eaux dans l'Atlantique Nord au 16e et au 17e siècle sont principalement connus seulement à partir des récits de voyage qui nous sont parvenus. De même, pour la présence des Premières Nations à l'époque historique, Jean Chapelot a écrit dans son rapport de mission en 2017, et je cite, « Sans qu'il soit nécessaire de les distinguer des précédents liés à la recherche de ressources alimentaires, on constate que des séjours des Mi'kmaq au 18e siècle dans l'archipel ont lieu à certaines époques de l'année et pour au moins deux raisons. Renouveler leur alliance traditionnelle avec les Français et répondre à certaines obligations religieuses. » Donc, à cet effet, je demanderai à Grégor de nous présenter les deux prochaines diapositives. Je vais les contrôler, mais notamment une des mentions qui a été faite en 1947 par un géographe, c'est qu'il avait retrouvé des amas coquillés dans le Grand Barachois. Donc, est-ce que tu peux dire quelques mots, Grégor, à ce sujet? Voilà, on a retrouvé avec Cédric Borter hein, des amas, en fait, on les a repositionnés précisément. Et ce sont des amas relativement récents, hein, puisqu'on retrouve du charbon de terre, on trouve du verre dedans, mais qui ont servi notamment à fabriquer de la boîte hein, pour appâter ensuite la morue. Et un des objectifs qu'on a à terme, hein, assez rapidement, c'est d'essayer de voir autour de ces amas si on n'en retrouve pas de plus anciens, notamment un peu au-dessus, étant entendu que les ressources étaient les mêmes, elles étaient surabondantes. Hein. Le Grand Barachoa, c'est un réfrigérateur géant pour nos ancêtres. Et donc, en fait, effectivement, ces amas sont au nombre de 5 normalement, et on a vraiment le projet d'investiguer aux alentours. L'intérêt des amas coquillés, c'est qu'en fait, tout est préservé dedans. Je vous ai signalé tout à l'heure que les sols étaient acides sur Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est même très acide. La seule chose en fait qui permet la préservation des restes organiques, des ossements, et notamment des ossements d'animaux, des arêtes de poissons, c'est la concentration de coquilles dont la dissolution progressive va tamponner, si vous voulez, l'acidité du sol. Et c'est ce qui nous permet en général de faire des découvertes remarquables. Donc là, on a un potentiel archéologique qui est totalement extraordinaire. Donc ici, lorsqu'on parle d'amas coquillé, donc dans la photo du bas, vous voyez cette ligne blanche et il y a également, il semble, en fait dans les plans, il semble qu'on pourrait découvrir un amoncelement derrière cette ligne blanche qui pourrait témoigner donc d'une présence peut-être notamment des Mi'kmaq.
Et donc, j'ai dit que je ne passerai pas tous les sites en revue qu'on a visités, mais j'aimerais en profiter pour remercier notamment deux personnes locales de Miquelon, notamment M. Etcheberry et M. Alain Orsini, pour avoir M. Roger Etcheberry, parce qu'il y en a plusieurs Etcheberry, M. Roger Etcheberry et Alain Orsini pour avoir partagé leurs connaissances avec nous de leur terrain. Puis également, les remerciements s'adressent à M. Cédric Borter également, qui a lui-même emmené plusieurs nouveaux sites archéologiques à Miquelon comme à Saint-Pierre. Donc, cette expérience a démontré qu'il existe une mémoire collective de l'histoire locale. Cette mémoire devrait être mise à profit lors des futures prospections, que ce soit à Saint-Pierre ou à Miquelon. Ainsi, lorsque s'amorcent les travaux de prospection à Miquelon la saison prochaine, nous informerons au préalable la population en faisant des rencontres publiques. Une telle rencontre pourrait permettre d'établir des rapports de confiance et devrait emmener les résidents à contribuer par leurs connaissances à l'occupation du territoire. Donc, ça, c'est la partie archéologique. Maintenant, j'aimerais en arriver à l'aspect, je dirais, le regard croisé, c'est-à-dire l'aspect Première Nation sur lesquels on travaille. On part de loin lorsqu'on parle de collaboration entre chercheurs et autochtones. On part de loin au Canada et aux États-Unis, c'est la même chose. Mais il y a certains événements qui ont été marquants dans le rapport entre chercheurs et autochtones. On peut reculer 45 ans en arrière avec l'accord de la baie James. Donc, l'accord de la baie de James, pour les Québécois, c'est l'hydroélectricité et ainsi de suite, et des milliers de kilomètres carrés qui ont été submergés. Donc, à partir des années 70, les cris, notamment de la baie James et certains Inuits, ont fait des pressions sur le gouvernement du Québec pour qu'il y ait des retombées pour eux autres. Quand je dis retombées pour eux autres, les gens avaient toujours l'impression, et c'était le cas, que les chercheurs faisaient leurs travaux, mais qu'il n'y avait jamais de résultats de ces travaux-là qui revenaient à la population. Donc, en 1975, la Cour a ordonné justement que les travaux en terrain autochtone puissent avoir également des retombées. Il y a également un événement qui s'est produit beaucoup plus récemment. Je parle de tout ça pour vous donner un contexte d'où ça vient finalement, cette inclusion des populations autochtones. Il y a eu à partir de 1977 une commission qui s'appelle la Commission Vérité et Réconciliation. Donc, cette commission de vérité et réconciliation portait notamment sur la réconciliation face aux pensionnats pour les Autochtones qui ont eu lieu au 19e siècle et au 20e siècle. Donc, cette commission, finalement, de vérité et mensonge a également eu des résolutions qui ont été passées pour changer ces relations entre chercheurs et Autochtones, notamment la recommandation 65 qui a donné lieu, il y a quelques années, à la création d'un comité de coordination de la recherche au Canada. Donc, en 2015, il y a eu la création de ce comité, ou 2017, la création de ce comité. Le comité de coordination de la recherche au Canada a mis sur pied en 2018 un programme de financement afin d'affirmer son engagement à l'écart de l'article 65 contenu dans le rapport de la Commission Vérité et Réconciliation. Cet article réclamait la mise sur pied d'un programme national de recherche visant à mieux comprendre ce que signifie la réconciliation entre chercheurs et les populations autochtones du Canada. L'objectif de ce programme financé dans le cadre de l'engagement par le gouvernement avec le budget de 2018 était d'établir un dialogue national avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, dans l'élaboration conjointe d'un plan stratégique en matière de recherche qui définit de nouvelles façons de faire de la recherche avec les communautés autochtones, y compris des stratégies pour accroître la capacité des communautés autochtones à mener des recherches et à établir
des partenariats avec la communauté de la recherche en général. Donc, ce n'est pas juste l'archéologie, mais la communauté de la recherche en général. Après avoir exposé notre position et déposé les résultats de notre groupe de travail, nous avons assisté pendant 2 jours lors d'un dialogue national tenu en mars 2019. Et cette rencontre réunissait les dirigeants des communautés autochtones, des chercheurs, des étudiants, parmi lesquels aussi également les titulaires de subventions Connexion, c'est-à-dire le programme Connexion finançait la capacité de recherche autochtone et réconciliation, ainsi que de représentants des organismes subventionnaires. Parmi les thèmes clés que nous avons abordés en mars 2019, le soutien aux talents et aux critères en recherche autochtone, la mobilisation des connaissances autochtones, la mobilisation des connaissances et partenaires en vue de la réconciliation et enfin les relations empreintes de respect mutuel. Donc, à partir de je dirais, ces thèmes qui ont été identifiés, bien là, ça a produit une certaine réaction de la part des diverses communautés autochtones. Et récemment, je pige donc dans les 6 prochaines diapositives, c'est la présentation qui a été faite justement lors d'une conférence le 16 octobre à l'Université Laval, donc un archéo vendredi, une conférence qui a été présentée par David Bernard et Geneviève Trévaux, donc 2 personnes qui travaillent notamment avec la communauté la nation Wabanaki, qui se situe au Québec. Et donc, ces 2 personnes-là sont venues pour nous expliquer exactement qu'est-ce que ça voulait dire à avoir finalement sa place. Donc, ces 2 personnes sont du bureau Indakina. Le bureau Indakina, donc, c'est sous le Grand Conseil de la nation Wabanaki, c'est-à-dire leur travail, c'est de défendre et promouvoir les droits de la nation sur le Ndakina, répondre aux consultations territoriales, administrer les revendications territoriales, documenter et promouvoir les savoirs liés à la culture Wabanaki et protéger le patrimoine culturel et naturel de la nation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a un ensemble de biologistes, d'ingénieurs forestiers, d'archéologues, d'anthropologues, d'historiens et de géographes qui travaillent je dirais, influencer la recherche. Donc ici, ce qu'on voit, c'est toutes ces diapositives, la référence est en bas à gauche, sont tirées de la présentation de Bernard et Trévaux. Eux autres, ils nous ont montré d'abord la conceptualisation classique de la recherche, c'est-à-dire qu'on a une conceptualisation du projet, l'approbation éthique, les collectes de données, l'analyse de données, diffusion et commercialisation. Mais ce que les communautés, puis c'est pour ça que je trouve ça important, parce qu'on a pu avoir, je dirais, très récemment, la position des communautés autochtones. Qu'est-ce qu'ils voudraient avoir? Comment est-ce qu'on pourrait changer nos méthodes de travail? En fait, une façon de changer nos méthodes de travail serait d'avoir une plus grande implication des communautés, non pas avoir de dire aux communautés, ben voilà ce qu'on a trouvé chez vous, mais d'impliquer dès le départ les communautés autochtones dans la conceptualisation de nos projets de recherche. On connaît tous des projets de recherche qui sont faits en communauté autochtone, mais qui ont beaucoup d'intérêt pour les chercheurs, mais peu d'intérêt pour les communautés locales. Donc, c'est ce que ça veut dire, je dirais, la nouvelle position des communautés autochtones. En d'autres mots, qu'est-ce que c'est le message principal qu'il faut retenir dans tout ça? C'est il y a une intention de décoloniser l'archéologie. Quand on parle de décoloniser l'archéologie, ça veut dire quelles connaissances voulons-nous avoir ou bonifier, que voulons-nous, où voulons-nous intervenir? Là, je parle au niveau de ce que les gens ont fait dans leur présentation. Où voulons-nous intervenir? Qui intervient? Les équipes internes, de la collaboration ou des contractuels, et développement de l'archéologie à l'interne pour répondre aux consultations et aux projets de développement sur le territoire. Puis enfin, une gestion des demandes de projets de recherche. C'est en gros ce que les nations, c'est la position d'une nation qui est les Wabanaki,
mais je dirais que c'est sans doute une nation qui est partagée également au niveau national. Donc, c'est à la fois, je dirais, la commission Vérité et Réconciliation, la deuxième commission qui fait partie de la recommandation 65, a fait en sorte que de plus en plus au Canada, lorsqu'on fait une demande de subvention, on doit d'abord et avant tout consulter la population locale, voir s'il y a de l'intérêt pour la population locale d'avoir un certain projet de recherche. Donc, pour en arriver là, les organismes subventionnaires se sont dotés, je dirais, de certaines directives en ce qui concerne l'éthique de la recherche. Et pour prendre un exemple très concret, lorsque je parle d'éthique de la recherche, une des choses que j'ai fait, on a voulu, je dirais, dès le départ, avec le projet de Saint-Pierre-et-Miquelon, parce qu'on est quand même là pour parler de Saint-Pierre-et-Miquelon, dès le départ, je suis allé rencontrer avant d'entrer sur le terrain, c'est-à-dire que quelques mois auparavant, 2-3 mois auparavant de commencer les travaux, on a envoyé notre proposition de recherche à la communauté Mi'kmaq qui habite non loin sur l'île de Terre-Neuve. Et pourquoi est-ce qu'on a envoyé ce document aux Mi'kmaq? C'est que selon la tradition chez les Mi'kmaq, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon aurait été fréquenté par la nation Mi'kmaq à partir du 18e siècle. Pendant quelques décennies qui suivirent, ces Mi'kmaq ainsi que d'autres groupes parcourent la côte sud de Terre-Neuve depuis le Cap Ray jusqu'aux îles de Saint-Pierre-et-Miquelon, où ils allaient voir le prêtre résident français, retournant tout aussi souvent au Cap-Breton ou à d'autres endroits de la Nouvelle-Écosse. Ça, c'est une citation de Charles Martin, en 1986. Il est possible que nous avons, durant la deuxième année, à prospecter des sites témoignant de la présence Mi'kmaq sans qu'il soit nécessaire de les distinguer des précédents liés à la recherche des ressources alimentaires. Donc, c'est la citation de Jean Chapelot que j'ai mentionné tout à l'heure. On constate que des séjours des Mi'kmaq au 17e siècle dans l'archipel ont lieu à certaines époques de l'année pour au moins 2 raisons, renouveler leurs alliances et pour des questions religieuses. Donc, on dispose de très peu d'éléments avec précision d'une occupation dans le secteur de la pointe au Cacaoui que je montrais tout à l'heure, mais plusieurs sources mentionnent des activités dans un périmètre plus global autour de la pointe au Cacaoui. Donc, cette rencontre qui s'est tenue avec la communauté au mois d'août 2019 a donné lieu à plein de discussions, notamment une chose est certaine, il y avait de la part des Mi'kmaq beaucoup d'ouverture face au fait qu'on propose de travailler sur leur présence à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et ça nous a emmenés à comprendre beaucoup de choses, notamment que les Mi'kmaq est une population qui a été très mobile. Ils sont principalement centrés en Nouvelle-Écosse, notamment, Nouveau-Brunswick et du Prince-Édouard, mais on se rend compte que les Mi'kmaq, on les retrouve également dans l'archipel des îles de la Madeleine. On les retrouve sur la côte ouest de Terre-Neuve, on les retrouve au sud de Terre-Neuve et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Tout ça pour vous dire que trop souvent, lorsqu'on travaille comme chercheur, on a tendance à voir les gens comme étant des populations très statiques, mais ce n'est pas le cas dans le cas de la population Mi'kmaq. Donc, on a consulté pour partager avec eux les travaux. Et juste parce que le temps avance, ça fait déjà 1 heure qu'on parle, juste pour terminer, moi comme archéologue, je dois dire que ce qui est important pour moi, c'est d'essayer d'avoir accès à toutes les sources possibles. Quand je dis toutes les sources possibles, j'ai eu des expériences de recherche chez les Inuits, donc de la terre de Baffin, où est-ce qu'on avait à la fois des récits de voyage, on avait de la tradition orale et on faisait de l'archéologie. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire dans ce cas-là.
essayer d'avoir le plus d'informations possible, pas seulement des pièces archéologiques, mais également de la tradition orale. Dans le cas de la terre de Baffin, on avait de la tradition orale qui était vieille du 16e siècle et que les Inuits parlaient toujours au 19e siècle. Donc, c'est important de constater que ces choses existent, alors que les récits de voyage sont parfois des récits très épiques pour le 16e siècle, où est-ce qu'on montre la grandeur d'une nation. Et lorsqu'on a commencé à faire de l'archéologie sur un site du 16e siècle à la terre de Baffin, on s'est rendu compte que lorsqu'on comparait les récits de voyage avec la tradition orale et les données archéologiques révélaient que la tradition orale avait sans doute beaucoup plus de véracité que ce qu'on retrouvait dans les récits de voyage. Donc, c'est des nouvelles façons de faire, ça, il faut le reconnaître, et ça va avoir également des implications sur, je dirais, la continuation du travail. Donc, avant la période de questions, on aimerait dire quelques mots. Je vais céder la parole à Grégor. Quelques mots sur ce qu'on envisage pour les prochaines années avec ce projet de recherche. Effectivement, parce que ça se fait en accord, évidemment, avec les archéologues locaux et notamment avec la préfecture. Mais le projet était de passer 2-3 ans sur l'Anse-à-Henri pour essayer de faire vraiment un bilan sanitaire avant, pour savoir qu'est-ce qui est à préserver, comment on gère en fait un site énorme qui est en train d'être rongé littéralement par l'océan. Et puis, on conduit toujours, là c'est vraiment en très forte connexion avec Cédric Borter notamment, et puis d'ailleurs d'autres acteurs du patrimoine qui nous écoutent peut-être et qui ont envie de se révéler. C'est des prospections fines pour essayer de multiplier les sites archéologiques et de rebondir en quelque sorte sur les découvertes initiales. Et puis avec Réginald, on essaye beaucoup de discuter, alors de faire des interventions au lycée, au collège, le centre aéré. Bon, là, cette année, on a été obligé de l'annuler, évidemment, pour les raisons sanitaires. Mais on essaye d'être beaucoup en interaction avec toutes les classes d'âge, hein, finalement, de l'archipel de Saint-Pierre. Oui, Miquelon, pardon. J'aimerais ajouter donc également on essaie ce qui est important dans ce projet-là, c'est que on essaie d'aller au-delà de l'objet archéologique pour aller chercher une compréhension, je dirais, du milieu naturel. Donc, d'où notre association avec d'autres disciplines, que ce soit botanique, géographie, biologie et ainsi de suite, géomatique. Parce qu'il y a vraiment un intérêt local très fort à l'endroit de son passé. Donc, on s'arrête là. Je pense qu'on peut passer à la période de questions. Yves-Marie? Oui, merci beaucoup, Réginald et Grégor. C'était varié, passionnant, et on a surtout envie d'aller faire un tour à Saint-Pierre-et-Miquelon quand on vous écoute. Je ne sais pas, alors, est-ce qu'il y a des questions? Donc là, on est une cinquantaine à être autour du webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions, je le répète, sur le chat ou bien sur le QR, autant que vous le voudrez. Donc, je pense qu'on va avoir quelques questions. Je vous remercie par avance d'intervenir. Alors, ça commence à venir. Voilà. Alors, il y a une première question là, de Sandrine. Qu'en est-il des restes de faune vertébrée et archéo-ichtio, pardon. Donc, en fait, c'est assez la situation pour l'instant. Alors là, on est vraiment, ils sont vraiment dissous et même dissous très rapidement, hein, dans les sols de l'Anse-à-Henri. Donc, je crois que l'espoir de trouver des amas coquillers, je ne sais pas ce qu'en pense Réginald, mais ou de dépôts de coquilles sur l'Anse-à-Henri même, c'est quasi nul. Et c'est vrai qu'en revanche, comme on le disait pour Miquelon, on a vraiment un potentiel très fort, hein, au nord du Grand Barachois, avec les 5 amas coquillers dont parlait Réginald. Alors, ils sont récents, mais on voit bien en fait la surélévation des rivages antérieurs, qui fait que potentiellement, dans la mesure où il y a des énormes bancs de coquilles,
on peut, et on peut trouver en fait ces restes de poissons ou de coquilles. Et c'est vraiment des objectifs des recherches, et qui est connecté d'ailleurs au projet UNESCO, hein, parce que là, on reparlerait de la pêche, si vous voulez, réalisée par les Amérindiens. Donc, c'est quelque chose qu'on voudrait faire assez rapidement, hein, des sondages sur ces amas. Merci Grégoire. Il y a une question là, qui vient de Gilles Le Récollet, donc, qui nous pose une question sur la profondeur des zones sous-marines donc, qui entourent les îles. Et la question, est-ce qu'il y aurait des sites sous-marins en fait, à prospecter autour de l'archipel? Je peux répondre à cette question parce que le DRASM est intervenu à l'été 2019. Saint-Pierre-et-Miquelon est vraiment un lieu de naufrage très grand. Donc, il y a de nombreuses épaves qui se retrouvent autour de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et donc, l'inventaire a déjà commencé, notamment par Mme Catherine Sauvage en 2019. Et c'est quelque chose qui va se poursuivre. Et j'ai même des photographies, moi, d'épaves où est-ce qu'on voit encore les varangues, qu'on dit, ces pièces verticales dans le bateau, où est-ce que lorsque les vagues, la houle passe, on voit apparaître un épave. Il y en a plusieurs, il y a énormément de travail à faire au niveau archéologie subaquatique dans les eaux de l'archipel. Mais je reprends un peu la question, est-ce qu'on n'aurait pas des possibilités de sites plus anciens et autres que des épaves? Je crois que c'est une question qui est posée d'ailleurs par Alexandre Guyot. En fait, pour des sites plus anciens, il y a eu notamment des reconnaissances en face du site de l'Anse-Henri. C'est avant 2019. Et donc, il y a eu spécifiquement à cet endroit, mais les résultats ont été négatifs pour une présence préhistorique en face de l'Anse-Henri. Donc, on est quand même dans l'Atlantique Nord et donc je connais pas assez finalement, j'ai pas de données précises sur le relèvement isostatique ou l'enfoncement. Donc, mais on a quand même des sites archéologiques, notamment à Miquelon, que Grégoire a visité, qui sont situés quand même à une certaine élévation. Mais au niveau de prospection subaquatique pour de la préhistoire, je pense qu'il y a déjà tellement de données au niveau de l'époque historique. On n'a pas, il y avait une commande spécifique pour vérifier à l'Anse-Henri, mais ça a été négatif. Donc, les élévations, Grégoire, tu as quand même des données là-dessus sur les élévations de... C'est un phénomène curieux qui nous intriguait avec Pierre Stéphane, donc, avec qui on travaille, hein, qui est géomorphologue à Brest, parce que théoriquement, l'archipel subit relativement peu du relèvement isostatique. Hein. Vous savez, c'est les terres qui remontent, qui ont été libérées du poids des glaces et qui se relèvent. Donc ça, c'est très, très marqué au nord, au Labrador notamment. Mais apparemment, ce ne serait pas le cas dans l'archipel. Et pourtant, quand vous prospectez, en fait, vous voyez d'anciennes lignes de rivage qui sont relativement perchées, et notamment au-dessus du Grand Barachoa à Miquelon. Donc là, on aurait un potentiel, disons, de sites littoraux qui seraient un petit peu à l'intérieur. En revanche, pour les sites sous-marins, effectivement, on n'a aucun indice pour l'instant. Les deux grandes zones seraient les Barachoas, donc celui de Miquelon et celui de Saint-Pierre. Le Barachoa de Saint-Pierre, c'est là où se trouve la ville actuelle. Et effectivement, le problème, c'est qu'à Saint-Pierre, la zone est tellement transformée par les aménagements que c'est délicat de supposer en fait des préservations de sites sous-marins. Mais c'est vrai que c'est une piste de recherche assez intéressante à parcourir. C'est une question, enfin, les prospections sous-marines sur les sites récemment submergés est un travail qui en Europe est fortement travaillé et actuellement, le développement de l'ensemble des technologies des sciences marines mises au service de ces recherches-là est quelque chose d'assez fructueux quand on regarde ce qui se passe en Europe. Donc voilà. Alors, on a une question qui est tombée sur le question-réponse de Lucille Roche qui nous demande si vous avez trouvé donc des foyers, des traces de foyers
sur les fouilles, je pense, de l'Anse-Saint-Henri. Est-ce que… Oui, il y a deux, disons, alors il y en a des magnifiques qui sont dans la zone basse. Attendez, est-ce que je peux m'écarter? Vous voyez, là, on la voit derrière moi, donc cette zone basse ici. Donc là, on a des foyers à plat, si vous voulez, c'est-à-dire pas du tout aménagés par des empierrements, c'est-à-dire que les gens ont juste brûlé du bois. Et là, ils sont remarquablement préservés. C'est quelque chose d'assez émouvant pour un préhistorien parce qu'on a vraiment un phénomène d'abandon. Donc, vous voyez des foyers peu aménagés. Et sur la pente, donc, qui avait été fouillée par Madame Leblanc et Monsieur Rabotin, il y a évidemment beaucoup de foyers qui ont été des foyers empierrés à de grande taille, certains. Mais le problème, c'est que finalement, comme n'ont pas été pris en compte ces phénomènes ravageurs dont je vous parlais, hein, des blocs laboureurs, on a du mal à comprendre en fait ce qui a été décidé. C'est-à-dire que dans la mesure où vous imaginez que ces blocs descendent de 10 à 20 cm par an, qu'est-ce qui a été cartographié réellement? Je ne sais pas. Donc là, c'est une vraie bonne question. Alors, donc on aurait des foyers, mais dans quelle mesure sont-ils bien préservés? C'était l'enjeu d'ailleurs des recherches de cette année, hein, c'était de faire des zones tests sur ces endroits en fait. Donc vous voyez, il y a vraiment deux familles de foyers et deux types de préservation à l'Anse-Henri. J'aimerais Okay. ajouter également à ça, c'est que donc on travaille, les foyers qui ont été localisés sont dans un niveau qu'on associe à la période Gross Water, qui est une phase culturelle qui est assez bien documentée à Terre-Neuve. Et donc, les datations carbone 14 qu'on a obtenues, on a effectué 3 datations carbone 14 sur 3 datations sur 2 foyers, je crois, Grégor. Ouais, Et les résultats, finalement, sont complètement tout à fait compatibles avec ce qu'on a pour la côte ouest de Terre-Neuve au niveau datation carbone 14. Et je me souviens plus par cœur les dates qu'on a obtenues, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais je dirais le fait qu'on ait fait 3 datations sur deux différents foyers, je dirais que que ces datations, ça rime très bien avec la côte ouest de Terre-Neuve pour cette période-là. Ça fait en sorte que c'est assez fiable, je dirais. Merci beaucoup pour ces réponses. On a une question toujours sur l'Anse-Saint-Henri, sur la question de saisonnalité. C'est une question de Catherine Lausier que je vais vous lire. Vous mentionnez que le site de l'Anse-Saint-Henri est saisonnier. Est-ce que vous pensez faire une étude du seasonal round des groupes qui s'établissent à l'Anse-Saint-Henri? Question de la saisonnalité sur l'Anse-Saint-Henri. Quel type d'étude? Là, on va être très vite bloqué par l'absence de reste organique. En fait, là, on est plus dans le domaine de la supposition, c'est-à-dire que le grand colombier que vous voyez derrière moi, cette île, c'est ce que Réginald qualifie de poulailler géant, c'est ça, Réginald? Et c'est vrai que c'est un endroit ahurissant, c'est-à-dire que vous avez une concentration d'oiseaux, d'œufs, donc plutôt des espèces, vous voyez, des animaux relativement aisés à capturer, qui se fait à la fin de la mauvaise saison et puis surtout au printemps, une partie de l'été. Donc en fait, l'Anse-Saint-Henri devient extrêmement attractif à la belle saison. Et donc c'est un peu par défaut qu'on suppose que les gens venaient à ce moment-là ici. En revanche, comme on n'aura strictement aucun élément, aucun ossement, moi je doute qu'on en sorte un seul, on va avoir du mal à vraiment faire des analyses de saisonnalité fine avec ce qu'on appelle la sclérochronologie pour les coquilles ou les analyses des dents, vous voyez, donc je crois qu'à ce niveau-là, on va être légèrement en retrait par rapport à certains autres sites. En revanche, les amas coquilliers dont je parlais à Miquelon peuvent littéralement nous amener vers ces zones de recherche. Yves-Marie Paulet connaît bien ces problématiques de la sclérochronologie. Et c'est vrai qu'on peut vraiment avoir des informations magnifiques sur les périodes d'occupation, sur la saisonnalité, l'adaptation au cycle annuel. Je permettrai une question liée un peu à la précédente. Est-ce que l'étude des éléments lithiques, éventuellement les microtraces sur ces éléments lithiques, est-ce que ça peut vous aider à déterminer les sources principales de l'alimentation et justement peut-être le pourquoi? Est-ce qu'on peut déterminer un usage ou une utilisation de l'avifaune, des œufs? Est-ce que dans la typologie et dans les traces, on peut tirer quelque chose?
Oui, c'est une question qu'on a adressée, Réginald et moi, à Jacques Chabot, c'est ça, qui est du laboratoire de Réginald à Québec, qui est un très grand tracéologue. Parce qu'effectivement, c'est la seule porte d'entrée qu'on ait vers les types d'animaux qui ont été exploités. Et donc, c'est finalement l'idée générale, c'est que vous pouvez avoir un piégeage des graisses et de tissus animaux au sein même des rhyolites, vous voyez, ou des churts, et qui, par analyse géochimique, nous permettrait vraiment de caractériser est-ce qu'on a plutôt mangé des proies marines grasses comme des phoques ou plutôt des oiseaux. On peut aussi essayer de repérer les types d'animaux qui ont été impactés par les pointes de flèche en faisant des expérimentations spécifiques. Ça n'aura pas la qualité, vous voyez, la finesse des analyses archéozoologiques, comme on dit, hein, sur les ossements, mais ça pourrait être des informations assez importantes sur les usages des outils et les types d'animaux, si vous voulez, grosso modo, hein, animaux terrestres, animaux marins, oiseaux. Voilà. Une chose qui reste à faire aussi, c'est un peu, je dirais, un inventaire des ressources phoniques sur une base annuelle. Déjà là, si on part du principe que les gens sont là pour manger, mais aussi entreposer de la nourriture, donc avec l'entreposage, on arrive à, parce qu'on sait que les paléo-esquimaux ou d'autres périodes le faisaient, entreposer de la nourriture. Donc, c'est je dirais qu'à la base, déjà là, avoir le cycle annuel des ressources phoniques aiderait quand même pas mal, donnerait certains indices des périodes d'occupation. Sans considérer l'archéologie, déjà les ressources naturelles pourraient être une avenue d'explication. Merci. Donc, on a aussi une question, une remarque plutôt de Sandrine Grouard, qui vous remercie d'ailleurs pour l'intérêt de votre intervention, de votre conférence. Sandrine nous dit que les spectres de faune archéo-ichthyologique pourraient évidemment nous aider sur la saisonnalité, mais effectivement dans les contextes d'amas et de préservation d'éléments carbonatés, ce qui n'est pas le cas à l'Anse-Saint-Henri, ce qui serait probablement le cas, si j'ai bien compris, à Miquelon. Alors, on a une question sur la similarité des occupations. Alors, je vous lis la question, la personne n'a pas laissé son nom, mais est-ce que les occupations de Saint-Pierre, Miquelon et Langlade ont été différentes? Est-ce qu'on a des éléments pour en parler ou est-ce que c'est un sujet? Pour la période historique, je pense que Réginald, là, il sera plus à même de répondre. Pour la partie préhistorique, c'est tout frais, hein. Les sites de Miquelon viennent juste de sortir et pour l'instant, ce sont des petites carrières. Et les sites de Saint-Pierre, par contre, on a l'Anse-Saint-Henri, dont vous avez compris que c'est le seul très gros habitat. Et on a également une très grosse carrière à Saint-Pierre. Donc, si vous voulez, à Saint-Pierre, actuellement, on a deux sites majeurs, hein, d'importance exceptionnelle. C'est une très grande carrière et un très grand habitat. Et à Miquelon, pour l'instant, on a 3 carrières qui ont été bien exploitées, mais qui sont de petite dimension, hein, 5-10 mètres de diamètre. Et puis, on a ces amas coquillers potentiels pour la préhistoire. Donc, mais les recherches commencent juste à Miquelon. Pour l'instant, c'est Langlade qui s'est totalement refusé à nous. On a prospecté avec Cédric pendant 3-4 jours à Langlade et on n'arrive à rien trouver. Donc, Langlade, c'est le grand mystère. Mais est-ce qu'on a des conditions de préservation Est-ce qu'on a des conditions de préservation très, très différentes? Est-ce qu'il y a des biais de préservation ou... Ah oui, si ça compte, ils ne peuvent pas avoir de carrière de rhyolite non plus, puisque c'est essentiellement des schistes, des microschistes, donc des roches qui n'ont pas un intérêt énorme à la taille. Et puis, mais par contre, le potentiel halieutique, hein, le potentiel de pêche est là quand même. Hein, donc, il y a des zones sédimentaires magnifiques, comme autour de Belle Rivière. Vous voyez, c'est ce petit fleuve qui est au nord de Langlade et qui offre des conditions sédimentaires sublimes, hein, mais bon, on n'a pas réussi à trouver un seul petit éclat de rhyolite. Quant à la période historique, c'est important de voir que ce sont deux îles complètement différentes, Saint-Pierre et Miquelon. Donc, à la période historique, il semble que comment est-ce que Miquelon s'est distingué de Saint-Pierre? C'est
la présence, en fait, le terrain est beaucoup plus propice à l'agriculture. Il n'y a pas eu de grandes fermes d'élevage. Il y a quand même eu une quarantaine, Saint-Pierre, à Miquelon, une quarantaine où est-ce que les animaux importés d'Europe avant d'entrer au Canada, aux États-Unis, il y avait une quarantaine à Miquelon. Et donc, il y a une certaine, je dirais, tradition agricole qui s'est installée du côté de Miquelon, alors que Saint-Pierre est une île très petite, très rocailleuse et donc n'offre pas les mêmes possibilités d'agriculture. Donc, on peut voir à certains endroits, il y a encore des fermes qui ont été exploitées jusqu'à tout récemment, peut-être une quarantaine d'années et peut-être même plus tard que ça. Il y a encore de nos jours à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment un immense poulailler qui va fournir en œufs Saint-Pierre, la population de Saint-Pierre. Maintenant, en ce qui concerne les populations autochtones, les documents sont assez clairs. Ça, c'est des recherches, ce n'est pas moi qui les ai effectuées, je crois que c'est M. Chapelot qui me disait un jour que lorsque les Mi'kmaq qui habitaient à Terre-Neuve, lorsqu'ils allaient à Saint-Pierre et Miquelon, lorsqu'ils allaient à Miquelon, c'était pour des raisons de ressources, de la nourriture. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a la mât coquillée à Miquelon, alors que lorsqu'ils allaient à Saint-Pierre, c'était pour des questions plus politiques, parce que c'est là qu'était l'administration française. Donc, à l'époque historique, il semble que quand même, on a des informations sur qui était à Saint-Pierre et qui était à Miquelon pour des raisons assez différentes. Soit dit en passant, si ça intéresse, il n'y a aucun boulanger présentement à Miquelon. Et ils font de la très bonne bière, en revanche. Oui, c'est la bière ou le pain. Il faut choisir. Ils ont choisi. On a une question de Mylène Tesson qui nous demande s'il existe des endroits dont vous pensez qu'ils auraient pu servir de site mortuaire, de cimetière, enfin de nécropole. Est-ce que vous avez des indices de tout ça? Je crois que Réginald avait des réponses. Oui, en fait, il faut quand même voir au niveau préhistorique, on n'a seulement pas d'indices, mais il y a quand même dans la partie haute de l'Anse-Henri, il y a énormément de travail à faire, et notamment lorsqu'on connaît un peu les périodes anciennes, que ce soit l'archaïque maritime. On a très peu d'exemples, mais il y a un exemple qui est assez frappant dans le sud du Labrador. Les gens de l'archaïque maritime ont fait un tumulus où est-ce qu'on avait un enfant, on a retrouvé un enfant avec une flûte et quelques ossements, je pense, de chien, mais en tout cas un enfant avec une flûte. Et donc ça, c'est un comportement qu'on peut voir à l'archaïque maritime. Et moi, j'avoue que du côté de l'Anse-Henri, dans les hauteurs, il y a des aménagements qui semblent être artificiels. Je ne dis pas que ce sont des sépultures de l'archaïque maritime, mais disons que faut quand même, c'est à voir qu'est-ce qu'il y a là. Parce qu'il y a quand même aussi une occupation historique qui peut aussi avoir remanié le terrain. Pour ce qui est de Miquelon, il y a tout actuellement, Miquelon est situé à 1 mètre ou 2 au-dessus du niveau de la mer. Donc, il y a des plans je ne suis pas du tout au courant de tous les détails, mais j'ai entendu dire qu'il y a des plans de peut-être déménager la communauté de Saint-Pierre-et-Miquelon du côté de l'autre côté de l'isthme, et donc un endroit qui s'appelle, la topographie de l'endroit, ça s'appelle le chapeau. C'est vraiment un mont tabulaire qui ressemble à un chapeau. Et donc, c'est l'endroit où les Mi'kmaq, notamment lorsqu'ils ont refait la traversée en canot il y a quelques années, ils sont allés directement à cet endroit qui s'appelle le chapeau. Donc, il semble que le chapeau pourrait être un lieu traditionnel d'occupation de la part de la communauté Mi'kmaq qui venait à Miquelon. Et voilà pour les funéraires. Il y a peut-être également d'autres indices qu'on pourra s'attarder lors des prochaines prospections.
Merci beaucoup. Alors, je crois que le flux de questions, c'est un peu maintenant tari. Il y a de nombreuses questions. Moi, je vais me permettre une question peut-être qui est plus proche de la préoccupation, je dirais, de politique scientifique de l'IFQM. Qu'est-ce que l'un et l'autre, vous pourriez nous dire en quelques mots de l'apport, de la confrontation justement de ces approches qu'on a vues bien différentes, hein, fortement naturalistes côté français, enfin, etc. Vous l'avez un petit peu exposé. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de l'apport de ces croisements scientifiques transatlantiques? Je crois que l'ensemble en fait se place aussi dans ce que la phraséologie de la science européenne appelle la science participative. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, je crois on est engagé en fait dans la même voie avec Réginald. Et je pense que il y a beaucoup de choses à travailler sur le dialogue, sur la formalisation des dialogues entre les communautés. On parlait des communautés amérindiennes, inuites, mais également des communautés européennes, évidemment, enfin, d'origine européenne. Et je crois qu'il y a quelque chose vraiment de très fort à faire. Et puis, on doit inventer en fait des moulinettes pour sauver ces sites. Pour l'instant, on le fait un petit peu avec nos moyens, on raccommode les choses, mais je crois qu'il faudrait vraiment qu'on travaille en associant archéologues canadiens et archéologues français sur des méthodes précises d'intervention en milieu littoral avec tout ce que ça comporte comme difficulté du point de vue logistique. C'est des fouilles assez dures, assez souvent. Hein. Le climat est rigoureux des deux côtés d'ailleurs de l'Atlantique. Donc je crois qu'il y a vraiment ces deux aspects. Nous, on compte beaucoup là-dessus pour travailler à la fois sur cette archéologie intégrée aux populations au sens large et puis sur des méthodes, hein, sur une capacité à proposer des solutions. En fait, il faut proposer des solutions aux amateurs de patrimoine au sens large. Quoi. Et c'est là-dessus, moi, je pense qu'il faut qu'on utilise un peu l'Ansa-Henri comme un exemple de bonne pratique, si vous voulez, et qui serait très intégré aux politiques aussi, à la manière dont on gère ce patrimoine qui part à l'eau. Hein. De toute façon, vous connaissez comme moi tous ces problèmes de réchauffement climatique et d'érosion accélérée. Réginald, la même question sur, enfin, si tu as envie des éléments sur l'apport de cette confrontation à des approches, à des méthodes, je dirais, françaises. Mm-hmm. Mais, en fait, une chose est certaine, ma façon de faire de l'archéologie, c'est de travailler en équipe. Et donc, on a l'occasion ici, je dirais, mis à part, je dirais, la diversité des connaissances scientifiques qu'on peut mettre dans ce projet-là. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'intérêt de la population locale. Parce que comme archéologue, oui, on dit toujours, ou je dis toujours, du moins, c'est des articles scientifiques qui vont apporter de l'eau au moulin, c'est-à-dire qui vont apporter du financement pour la recherche. Mais il y a une très grande, c'est très valorisant pour nous que la population locale s'intéresse à ce qu'on fait. Parce qu'en réalité, si on fait des recherches historiques, parce que pour moi, l'archéologie, c'est une science historique, si on fait des recherches sur l'histoire, ben, ça devrait être utilisé par une plus grande partie de la population, c'est-à-dire avoir accès. On a déjà, et moi, je compare notamment, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire quand je suis arrivé à Saint-Pierre-et-Miquelon, après avoir passé 20 ans en Guyane ou 22 ans en Guyane. Ça a été très dur en Guyane, finalement, d'arriver à intéresser la population locale. On est parvenu dans les dernières années, alors qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, ben là, on voit plutôt que la population est très demanderesse face à son passé. Donc, il y a une population qui est beaucoup plus homogène à Saint-Pierre-et-Miquelon comparativement à la Guyane, mais ça veut dire également qu'il y a un intérêt qui est aussi très, très sincère de la part des gens. Et enfin, la dernière chose que je veux mentionner, on est très chanceux dans un espace comme Saint-Pierre-et-Miquelon parce qu'on a un musée, le musée L'Arche, qui est un élément très important pour la diffusion des connaissances. Et donc, je pense qu'on a plusieurs éléments rassemblés sous un même toit, à la fois la diversité scientifique,
tel que j'aime la faire dans un projet de recherche, mais également l'intérêt de la population. Merci, Réginald. Alors, nous avons une question que je ne veux pas laisser passer, que la personne qui la pose ne s'inquiète pas, c'est Guillaume Marie, collègue professeur à l'Université du Québec à Rimouski, qui vous remercie pour l'intervention, et qui nous pose la question de savoir si une reconstitution paléogéographique de l'époque paléolithique ancienne est-elle prévue? Est-ce qu'il y a sur des périodes plus anciennes, donc on parle du paléo ancien, ancien, oui. Est-ce qu'il y a des travaux sur ce sujet, des reconstitutions paléogéographiques de l'époque? Pour l'instant, non, je crois pas. On n'a pas de. On va pas aussi loin en fait. On est plutôt dans ce qu'on appellerait l'Holocène récent, c'est-à-dire la période actuelle de réchauffement climatique. Et on n'a pas du tout de. Enfin, moi, j'ai pas du tout de. On n'a pas lancé, disons, de piste vers le très très ancien comme ça, qui peut pas l'être énormément du point de vue de l'occupation humaine à cause de la glaciation qui recouvrait ces terres. En fait, la période maximum qu'on peut penser du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon, les vestiges les plus anciens, c'est peut-être de l'archaïque maritime, peut-être que jusqu'à 4, 5, 6 000 ans avant aujourd'hui, donc c'est à peu près ça. Mais néanmoins, il y a quand même eu une série de changements climatiques et je sais qu'il y a un géographe, Martin, un géographe de l'Université Laval, en fait un palynologue de l'Université Laval, qui a fait des recherches à Miquelon parce qu'il s'intéressait justement au changement climatique. Et j'ai consulté avec lui parce moi je pensais peut-être qu'on pourrait faire quelque chose au niveau des changements climatiques dans l'archipel. Et Martin m'a dit qu'il y avait eu très peu les échantillonnages qu'il avait fait ont révélé très peu de pollen, finalement, très peu d'indications, c'est ça que je veux dire. C'est que ce n'est pas riche au niveau dépôt palynologique. Ça veut peut-être dire que c'est très uniforme, mais en d'autres mots, il ne voyait pas finalement l'intérêt de poursuivre en termes de recherche palynologique dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, Guillaume Marie nous dit qu'effectivement, il comprend bien que sur ces périodes très anciennes, ça ne colle pas. Enfin, on n'a pas de. Par contre, sur les moins anciens, est-ce qu'on a une idée de la paléogéographie depuis le dernier interglaciaire? Enfin, depuis 15 000 ans, on voit à peu près ce qui s'est passé? Ah non, ça c'est une très bonne question. Ce serait un vrai beau projet de recherche sur ces zones-là. Parce qu'on parlait notamment du rebond isostatique, de la manière dont les terres montent ou ne remontent pas beaucoup d'ailleurs dans l'archipel. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ces aspects-là. J'ai vu des travaux moi, sur Terre-Neuve, mais spécifiquement à des échelles plus locales sur Saint-Pierre et Saint-Pierre-et-Miquelon, pardon, c'est vraiment à réaliser. C'est un très bon projet. Ouais. Je sais que nos collègues, notamment l'ex-directeur québécois de l'IFQM, Guillaume Sainton, j'avais lui, alors sur le Saint-Laurent, évidemment, des approches extrêmement fines de tous ces paléo-reliefs sous-marins. Et voilà, donc d'après ce que j'entends là, sur Saint-Pierre-et-Miquelon, on n'a pas ça. On n'a pas pour l'instant. Et le petit préhistorien que je suis serait très content parce qu'en fait, par rebond, nous, ça nous amène vers d'autres zones de fouilles potentielles. Donc, c'est un dialogue assez intéressant à mener. Je pense que après, comme disait Réginald, il faut trouver les enregistrements sédimentaires qui vont vous donner des dates, qui vont vous donner des accroches, si vous voulez, dans le paysage. Si on veut vraiment être précis dans les modifications du littoral. Mais c'est vrai que ça reste un très beau projet à réaliser. Je pense qu'au niveau géomorphologie, il y a la chercheure, son prénom, je crois, c'est Billy, qui a fait une thèse de doctorat sur le relèvement isostatique. Yves, elle était avec vous autres Oui, bien sûr. Elle travaillait au BRGM, si je ne me trompe pas. C'est quoi son nom? Billy? Julie Billy. Okay. Julie Billy. OK. Qui vient de nous mettre Guillaume. Et Guillaume, donc voilà, Guillaume Marie, je m'adresse à Guillaume. Voilà, je pense là-dessus, ça vaut le coup de rebondir et de suivre un peu ce que vient de nous dire Grégor, et qu'il y a peut-être des choses à développer
et des réseaux d'intérêt et de compétences à mettre en lien. Et donc, voilà, Grégor, donc je parle pour lui à nouveau, nous dit qu'il est en lien sur ces questions-là avec évidemment Pierre Stéphan. Et oui, ouais. Donc vivement la fin de la pandémie, puis tous ces beaux vaccins qu'on est en train de nous annoncer cette semaine pour qu'on puisse enfin retourner sur le terrain, parce que c'est vrai que c'est bon. Voilà, quoi. C'est quand même assez. On se rend bien compte que c'est le nerf de la guerre, quoi. Il va falloir y aller, quoi. Voilà, donc il est 18h10, presque 10 maintenant. Donc voilà, l'auditoire commence un petit peu à s'étioler. Et les messages qui tombent sont des messages de remerciements très chaleureux qui tombent sur la liste. Donc je crois qu'on va s'arrêter là. En remerciant merci à tous, merci ouais. à l'IFQM, également à vous pour l'invitation. Ça nous a forcé, Réginald et moi, à formaliser ce qu'on avait à dire. Donc c'était très sympa. Merci également. J'ai bien apprécié le fait qu'on puisse avoir accès à un auditoire aussi diversifié.